Mesdames et messieurs, bienvenue sur la télé-école, la chaîne 100% éducative. Nous sommes sur le plateau de Science Tech, qui est une émission qui aborde tous les sujets scientifiques et technologiques. Comme vous le savez, on aborde tout ici, tout ce qui concerne la technologie en général, tout ce qui peut instruire. Vous qui nous regardez et nous qui sommes sur le plateau, on aborde sur notre plateau. Aujourd'hui, nous avons décidé d'aborder la thématique sur la data. C'est un terme qu'on entend beaucoup. Beaucoup de personnes en parlent, mais on ne sait pas réellement ça consiste à quoi. C'est pourquoi aujourd'hui, Science Tech, c'est, on va dire ça comment, introduit dans le domaine de la data. Pour pouvoir développer cette thématique, j'ai un invité de marque. Comme vous savez, moi, j'ai toujours des invités qui s'y connaissent bien sur la thématique. Aujourd'hui, je reçois monsieur Georges-Emmanuel Libissa. Bonjour monsieur. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien. Ah, merci. Alors, monsieur Emmanuel est conseiller en data. On va dire en gros, il est ingénieur en data dans une entreprise qui s'appelle DataBiz. C'est ça. Ok, super alors. Alors, on va rentrer en plein dans le sujet, on va pas trop tarder. Aujourd'hui, on vous a reçu sur le plateau pour parler d'une thématique, je pense, qui est assez actuelle, la data. C'est un mot qui revient beaucoup sur Internet, mais on ne sait pas réellement c'est quoi. C'est quoi la data, en vrai? Effectivement. Alors, merci de m'avoir invité sur le plateau. Il n'y a pas de problème, merci. Alors, la data est un mot anglais qui signifie données. Alors, c'est le nouvel or noir du 21e siècle. Ok. La data représente la matière première du secteur numérique. Actuellement, c'est la matière première du secteur numérique. Ok. Donc, c'est quoi concrètement la data? C'est toutes les données collectées, que ce soit images, textes, nombres, qui sont collectés, stockés, et qu'on va utiliser pour pouvoir prendre des décisions stratégiques dans des entreprises. Ok. Donc les données, c'est en grosso modo, c'est tout ce qu'on peut partager sur les plateformes numériques, images, textes, tout ça, ce sont des données. Effectivement, les données viennent de différentes sources. Okay. Elles peuvent venir de réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, etc. Elles peuvent venir de sites, web. Ou encore de sites d'achat en ligne. Quand vous allez sur Jumia, toutes ces données sont récoltées quelque part. Donc, voilà d'où proviennent les données. Mais c'est carrément ça. En fait, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est que la donnée, c'est même la chose qu'on transmet tout le temps lorsqu'on communique avec des gens. Est-ce que c'est forcément lié au numérique, la donnée? C'est pas aussi le fait de discuter là. Le mot que je sors, c'est une donnée que tu récupères ou bien c'est juste allié seulement au domaine numérique? Non, effectivement, lorsqu'on parle, on échange des informations. Oui. Et la donnée, c'est une information. D'accord. Mais on parle de data quand cette information, elle est stockée quelque part et qu'elle va être ensuite utilisée. D'accord. C'est pourquoi on parle de data spécifiquement dans le domaine informatique. Effectivement. Ok. Vous avez dit tout de suite que la data est appelée comme de l'or noir au 21e siècle, l'or. Effectivement. Vous-même, vous savez que l'or, c'est une matière première assez, on va dire ça comment, recherchée. Lorsqu'on l'a, c'est quelque chose d'important. Pourquoi l'a-t-on qualifié d'or noir du 21e siècle? Très bonne question. Très, très bonne même. Alors, la data est qualifiée d'or noir du 21e siècle parce qu'elle représente aujourd'hui une ressource précieuse pour les entreprises et les gouvernements. D'accord. Donc, elle permet aux entreprises et aux gouvernements de prendre des décisions assez stratégiques sur les sols ou simplement dans l'entreprise pour pouvoir prendre meilleure connaissance de leurs clients, développer de nouveaux produits ou encore prendre des décisions basées non sur l'intuition, mais sur les données. D'accord. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup de vol de données. On va dire ça comment, j'ai oublié le terme, quand on dit qu'on vole ton compte sans que tu ne t'en rendes compte, ou bien des croquis sur des sites web où on demande des informations, après on les vole. Pourquoi ça? Pourquoi voler les données? Pourquoi voler les données? Ça revient en fait dans le terme d'or. C'est que c'est devenu tellement quelque chose de précieux que les gens volent des données. Effectivement. Comment ça se fait tout ça? Alors,
Je pense que tu as aussi lu dans l'actualité qu'il y a des guerres cyber. Effectivement. Il y a des guerres, il y a de la cybercriminalité. Oui. Et derrière, on récupère, on vole des données. Alors, pourquoi cela? Parce que les données permettent de décrire les situations pour un État, permettent de décrire tout ce qui se passe dans le pays. Et pour des particuliers, tout ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, on va prendre le cas d'une entreprise qui, il n'y a pas si longtemps, a été hackée en Chine. Ce sont des données de patients qui ont été volées. Et lorsque les données de patients sont volées, ce sont des données confidentielles. Oui, effectivement. Et les données confidentielles peuvent être utilisées à des fins néfastes. Oui, c'est très sensible si par exemple une personne souffre d'une maladie qu'elle ne voudrait pas forcément que tout le monde sache. Effectivement. Et savoir que tes données sont... Mais c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, tout est numérisé. C'est vrai. Tout est sur Internet, tout est... Comment dire, on peut plus garder quelque chose avec soi, non. Forcément, c'est stocké dans un PC. Et si nos données sont comme ça à l'affût de tout le monde, c'est qu'on risque beaucoup, en quelque sorte. Mais passons à la question suivante. Quelles sont les compétences clés nécessaires pour travailler dans le domaine de la data? D'accord. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la data, ce n'est pas un métier. C'est plusieurs cœurs métiers. Et chaque cœur métier a sa spécificité. Donc les 3 cœurs métiers les plus imposants sont le métier de data ingénieur, de data scientist, qu'on entend beaucoup. Beaucoup même. Et celui de data analyst. D'accord. Alors. C'est quoi la différence? La spécificité. Donc le data ingénieur, si je dois le dire très simplement, c'est on va dire le plombier c'est le plombier de tout le système. Donc, ce qu'il va faire, c'est lui, il va mettre en place toute la plomberie qui va servir à récupérer la donnée d'une source et à la transiter afin que les données soient disponibles dans l'entreprise pour les data analystes ou pour les data scientists. Lorsque les données sont disponibles, les data analystes, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont pouvoir récupérer les données, analyser et les traiter afin de partager ces informations avec le cœur business de l'entreprise. Donc, c'est vraiment le data analyst qui communique avec le côté marketing de l'entreprise et qui va, via des dashboards, via des graphiques, etc., expliquer la donnée. Donc, c'est un peu celui qui raconte l'histoire. Et le data scientist, lui, il va utiliser ces données-là pour pouvoir prendre des décisions, donc créer des modèles. Ce sont des modèles qui vont permettre de faire ce qu'on appelle du machine learning, donc c'est de l'intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle va permettre dans l'entreprise de prendre des décisions futures, de prévoir ce qui peut se passer. D'accord. Donc, on peut prévoir avec des données. C'est extra. J'ai l'impression que le monde va à une vitesse que même moi-même, qui suis très jeune, je ne sais pas quand j'aurai 30 ans où on sera. Mais c'est exceptionnel. Vous avez cité ces différents trucs-là, mais il y a aussi des termes qui reviennent beaucoup lorsqu'on fait des recherches sur la data, comme big data, data science, vous venez de le dire. C'est quoi la différence entre ces deux termes qui, lorsqu'on tape le mot data sur Internet, ce sont ces deux mots-là qui reviennent le plus? C'est quoi la différence entre les deux? Très bonne question. Effectivement, ce sont des termes qui reviennent assez généralement et beaucoup de gens n'arrivent pas à les expliquer. Alors, le big data, c'est simplement le traitement de grandes volumétries de données. Big. D'accord. Voilà. En fait, le big data est né il n'y a pas si longtemps, je dirais il y a 10 ans. C'est venu avec le besoin pour les entreprises de traiter les grands volumes de données qu'ils ont. Et ce ne sont pas toutes les entreprises qui sont au niveau big data. Donc, Facebook, Google, les GAFA, ou maintenant... Instagram, ou bien... J'imagine qu'Instagram aujourd'hui est à ce niveau, bien sûr. Je pense bien. Mais voilà, donc le big data, c'est en fait toute l'infrastructure derrière qui va permettre le stockage et le traitement de ces grandes volumétries de données. Pour pouvoir prendre des décisions dans l'entreprise et aussi pouvoir faire des recommandations personnalisées. Et la data science? Et la data science, c'est tout simplement... Data science. Oui. Data science qui a été élu métier le plus sexy en 2021. Ah bon? Oui. Pourquoi? Je t'informe. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était un métier, je pense, qui intriguait les gens.
D'accord. Il est né dans la foulée. Et jusqu'à il y a 10 ans, on ne pensait pas qu'on pouvait prévoir des choses qui allaient se passer dans le futur. C'est vraiment, on est vraiment dans un Donc, film. c'est réellement ce côté de prévoir, là, de prédéfinir à l'avance qui a fait de ce métier quelque chose d'assez particulier. On n'avait pas encore ça avant. Je pense qu'avant, on pouvait, avant, on se basait sur l'intuition, où on va se dire que, tiens, toutes ces années-là, il y a eu des pluies à telle période, donc ça veut dire que cette année aussi, les pluies se feront à telle période. Mais avec la data science, on peut enregistrer, prendre toutes ces données, et la machine, en fait, elle va réfléchir à notre place. D'accord. C'est-à-dire qu'elle va travailler sur cette grande volumétrie de données et ensuite nous donner, voilà, nous faire des prévisions sur ce qui peut ou va se passer. Ok. On va rester dans la data science. Okay. Il y a une question qui est particulièrement sur ce domaine-là. Quels sont les avantages et les limites de l'utilisation des modèles, comme vous venez de le dire, prédictifs de la data science? Les avantages et les limites. Je suis sûre que c'est pas toujours ce qu'ils disent qui arrive. Effectivement. Il y a des limites. Bien sûr. Je vous laisse répondre. Eh bien, effectivement, lorsqu'on parle de data science, on parle de créer des modèles qui vont remplacer l'humain dans ses tâches. Donc, ça veut dire qu'on va... ce sont des modèles informatiques, et ces modèles informatiques, ils vont avoir ce qu'on appelle un accuracy, donc c'est un pourcentage de précision. On parle toujours de précision, qui n'est jamais à 100%. Ok. Donc, c'est qu'on va créer un modèle. Le modèle, il va se baser sur les données, mais l'informatique, on va dire le système, ne peut pas prévoir ce qu'il n'a pas appris. D'accord. Et c'est pour ça qu'on parle de précision. Ça veut dire que là où l'humain va réagir à l'imprévu, la machine ne peut pas réagir à ce qu'elle ne connaît pas. C'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est pas toujours comme il y a une certaine expression qu'il ne faut pas toujours mettre tout le cœur. C'est qu'il peut arriver que ce qu'on pense ne soit pas ce qui va se passer. Donc, ok, merci pour la question. Quels sont les défis auxquels un data scientist, voilà, est confronté souvent au quotidien? Quels sont les défis que... Je sais pas si tu fais... Bon, je pense que tu as étudié ce domaine-là, mais... Et je l'ai aussi pratiqué. Oui, effectivement, mais quels sont les défis que vous rencontrez souvent au fur et à mesure quand vous pratiquez dans ce domaine-là? D'accord. Bon, spécifiquement, on va parler d'ici en Afrique, donc au Sénégal. Oui. Ok. Oui. Donc, je dirais que le premier problème, le premier défi, c'est de se retrouver dans une entreprise qui n'a pas déjà la culture data. Okay. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans une entreprise qui n'a pas l'habitude de stocker ses données dans un endroit centralisé. Les données sont stockées un peu partout dans des fichiers Excel, etc. Je vois. Et donc, on va prendre un data scientist et on va lui donner le travail d'un data ingénieur, d'un data analyst, et il va devoir tout faire dans l'entreprise. Et donc, il y a un manque d'organisation, je pense. Il y a un manque non seulement d'organisation, mais aussi de gouvernance, parce que les entreprises ne sont pas encore acculturées à ce qu'est la data réellement. C'est que pour pouvoir faire des prévisions, il faut de grands volumes de données traitées et structurées. Voilà, c'est le premier point. Par ce que tu dis, je retiens que certes, on est en train d'aller vers l'émergence, on adopte des cultures qui sont pas vraiment encore ancrées au niveau du Sénégal, mais on y arrive petit à petit. Je pense que on doit, comment le dire, on doit éduquer les entreprises par rapport à la thématique. C'est ça, c'est le premier pas. C'est le premier pas, je pense que c'est ça. Parce que oui, on veut travailler avec des données, big data, oui, on veut travailler avec beaucoup de données, mais est-ce qu'on a éduqué les entreprises, les employés à savoir manier la donnée, tu as tout compris. Je pense que c'est ce que tu voulais dire par les défis. On va dire donc c'est le défi majeur. C'est le défi majeur. D'accord. Mais particulièrement en data science, je dirais que le défi vraiment c'est lorsqu'on va se retrouver avec de larges données. Les données d'une entreprise peuvent être tellement diverses qu'on peut se perdre et penser que toute corrélation est forcément impliquée à une causalité. D'accord. Donc c'est-à-dire que je vais prendre un exemple. Dans une entreprise, on va dire qu'entre juin
Et août, il y a eu beaucoup de femmes qui ont été employées. D'accord. Et il y a une autre statistique qui va dire qu'entre juin et août, le taux les finances de l'entreprise ont chuté. Donc, un mauvais data scientist pourrait se dire qu'il y a corrélation, obligatoirement. Donc, ça veut dire que le fait qu'il y ait plus de femmes dans l'entreprise a fait chuter les finances. Je vois. Alors que toute causalité n'est pas forcément, toute corrélation n'est pas forcément une causalité. D'accord. Il faut bien s'y connaître sur le sujet pour pouvoir en parler. Je vais passer à la prochaine question. Comment la data est utilisée pour résoudre les problèmes? Vous savez, au Sénégal, on va dire en Afrique, principalement au Sénégal, on a beaucoup de problèmes dans des secteurs spécifiques comme la santé, le transport et j'en passe. Et comment la data, on va dire, je vais pas dire la data, mais comment les domaines qui gravitent autour de la donnée font pour résoudre ces problèmes-là? D'accord. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les données qu'on va récolter, dans le cadre, que ce soit dans la santé, dans le secteur financier pour prévoir des fraudes, ou encore dans le secteur peut-être agricole, pour pouvoir gérer au mieux, ou avoir une meilleure gestion de l'agriculture, donc de tout ça, c'est que une fois qu'on a assez de données, même dans le secteur de la santé, je vais prendre l'exemple de la donnée qui va permettre aujourd'hui d'avoir une meilleure expérience patient. Donc, ce sont des données que l'on va récolter par rapport à la satisfaction. Donc, ces données, elles peuvent être diverses. Donc, on va mettre en place un système où le patient va dire si oui ou non il a reçu un bon traitement, va mettre des commentaires, voilà, un questionnaire sur des trucs comme ça. Donc, déjà, il faut déjà mettre en place cette culture-là. Et je pense qu'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, la data est capable de pouvoir prévoir le cancer, enfin. Prévoir des cas de cancer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les modèles de machine learning vont s'entraîner sur des images cancéreuses et sur des images, ils peuvent je sais pas si on dit échogramme ou échographie. Bon, échographie peut-être. Il va pouvoir analyser et savoir si il y a un début de cancer chez les gens. Donc c'est vraiment dans la prévision. Pour l'instant. Ok, je vois. Mais est-ce que les gens aujourd'hui réalisent que les informations qui leur concernent deviennent quelque chose d'assez précieux? Je sais pas, j'ai l'impression que, par exemple, moi aujourd'hui, quand j'ai cette communication-là avec toi, je me rends compte réellement qu'aujourd'hui, mes informations que je divulgue, mais à tout moment sur les réseaux, sont une perle pour d'autres personnes. Est-ce que, bon, je sais pas le cas de l'Europe, l'Amérique ou l'Asie, mais principalement en Afrique, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore eu ce déclic-là, de se dire que chaque donnée, pour dire, on va faire simple, chaque information que je donne sur les réseaux, que je donne sur des plateformes même que je ne connais pas, bah, c'est une perle pour quelqu'un, il faut faire attention. C'est vraiment dans cette... Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à cela, le fait que les gens ne sont pas éduqués sur la donnée en réalité? Effectivement. Et je pense que ça, c'est un pas d'un des acteurs de la data qui est le gouvernement lui-même, qui doit informer les gens sur l'importance et la sécurité de ces données. Et je pense que même l'institution qui doit réguler la sécurité de ces données, c'est le gouvernement. Alors, il y a une phrase qui dit que lorsque ce n'est pas payant, c'est vous qui êtes le produit. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est vrai. WhatsApp gagne de l'argent derrière. Pourtant, c'est gratuit. Comment ils gagnent de l'argent? Le truc, c'est qu'on se pose jamais la question, nous les utilisateurs. Facebook, c'est pas payant. Instagram, c'est pas payant. Mais comment c'est une bonne question que tu viens de soulever. Mais comment ces entreprises-là font pour se faire de l'argent? Mais c'est parce qu'ils utilisent nos données. Effectivement. Mais une question aussi revient. Qu'est-ce qu'ils font avec? Ok. Quel est le mécanisme? Comment ils font pour se faire de l'argent derrière des données? D'accord, très bonne question. Donc les données sont utilisées, peut-être pas revendues, mais utilisées pour pouvoir gagner de l'argent derrière. Disons que vous allez sur un site sur Amazon, vous avez repéré un livre, un produit. Vous êtes venu une, deux fois. La troisième fois, vous allez juste aller sur Instagram, on va vous proposer des livres
des pages de livres. On va vous proposer sur Facebook des livres à acheter, etc. Oui. Donc, ils se partagent les données entre eux. Ah oui, afin de cibler les clients, cibler et les personnes qui vont acheter ces données-là, ce sont les entreprises qui vendent. D'accord. D'accord. Mais il faut vraiment qu'on se réveille sur le fait que chaque donnée qu'on partage permet à une autre personne de se faire de l'argent. Donc, partageons les bonnes données et faisons attention surtout à ce qu'on partage. Parce que tout n'est pas forcément, tout ne doit pas être transmis forcément. On dit que rien n'est supprimé. Voilà. Même quand tu supprimes une historique, c'est enregistré quelque part. Dans une colonne historique, c'est historique supprimé. C'est un rappel pour beaucoup de personnes, dont moi. Alors, on va pas mettre le thème à côté, mais on va se tourner vers toi. Okay. Qui est aujourd'hui notre invité. C'est important pour nous de connaître pourquoi tu t'intéresses à la data, quel a été ton parcours. Donc, je me tourne vers toi, Emmanuel. Quel a été ton parcours pour aujourd'hui être dans le domaine de la data? D'accord. Donc, moi, j'ai suivi un cursus informatique avec comme spécialisation génie logiciel. D'accord. Et durant mon parcours, en fait, j'ai été très intéressé par des cours de modélisation et d'analyse de données tels que Mérise. D'accord. Je sais pas si tu en as fait. Oui, j'ai pas fait, mais j'ai entendu parler. Ok. Et un langage de manipulation de données qui est SQL. Et j'ai tout de suite su qu'après, j'allais faire autre chose. Donc j'ai commencé à m'intéresser à la data qui venait en fait qui commençait à faire parler d'elle. Et c'est là que j'ai commencé. Que j'ai fait un master en data et intelligence artificielle. D'accord. Ce qui n'était pas facile vu qu'il n'y avait pas vraiment d'école qui le faisait. Déjà l'école où j'étais ne le faisait pas. Et ensuite, c'est ensuite que je suis entré dans l'entreprise où je suis actuellement. D'accord. D'abord en tant que stagiaire et puis voilà, jusqu'à mon CDI aujourd'hui. Aujourd'hui, tu occupes quel poste là-bas? Alors, je suis consultant data. Comme je l'ai dit au début, d'accord. Oui, consultant data et data ingénieur. C'est vraiment un très beau parcours. Et surtout, quand on peut le voir, hein, Emmanuel est très jeune. C'est un exemple pour beaucoup. Je pense que tu fais la fierté de ta famille. C'est pas évident aujourd'hui, surtout aujourd'hui on est en 2024, de trouver un jeune homme aussi dévoué dans la science. Aujourd'hui, on est beaucoup plus flemmard. Dès qu'on va à l'école et qu'on trouve une filière qui est un peu compliquée, on ne cherche pas, on veut pas forcément fuir, on veut pas aller loin et on coupe directement vers la facilité. Et écoutez, aujourd'hui, un jeune comme moi qui se démarque des autres, qui aujourd'hui travaille dans une boîte. Merci. C'est encourageant, franchement, pour les personnes qui regardent. On va vers la fin. En tant que jeune qui a expérimenté la science, qui a expérimenté le domaine de la data, quel conseil donnerais-tu aux jeunes comme moi, par exemple, qui voudraient se lancer dans ce domaine-là? Alors, pour se lancer dans le domaine de la data, il n'y a qu'une chose à faire, se lancer. Déjà, première chose, en tout cas. Moi, je vous conseillerais, parce que la data est censée est en train de devenir, on l'a dit dès le départ, c'est le nouvel or noir de l'économie numérique. Donc, la data est censée émerger avec de nombreux nouveaux métiers. J'ai dit que j'étais data consultant, je n'ai pas expliqué spécifiquement ce que je faisais. Il n'y a pas de problème, tu peux le faire. Ok. Donc, en tant que data consultant, ce que je fais, moi, c'est que je vais être le pont entre le côté business et le cœur métier de la data. D'accord. Donc, du coup, on va se rapprocher des entreprises, pouvoir faire l'état des demandes et des problématiques, et ensuite les transcrire afin d'utiliser les données pour pouvoir créer un avantage concurrentiel par rapport à d'autres entreprises. Donc, c'est ça. J'ai travaillé dans beaucoup de domaines. Le domaine financier, j'ai travaillé dans le secteur de la santé, dans le secteur agricole, j'y ai touché, et je suis actuellement dans le secteur, actuellement je suis dans le secteur bancaire avec un CRM, donc gestion relation client. D'accord. Donc la data est vraiment diversifiée et a plein de cas d'utilisation. D'accord. On retient de notre invité que la première chose à faire pour travailler dans le domaine de la data, c'est d'abord se lancer.
Il y a un vieillard qui disait souvent que la chose la plus difficile au monde, c'était de commencer. C'était la phase la plus compliquée de tout ce qui peut exister. Pour se lever du lit, pour commencer la journée, il faut d'abord se lever du lit. Et ça, c'est souvent compliqué pour certaines personnes. Donc, si vous êtes intéressé par les domaines de la data et que vous avez peur, ou vous vous dites que c'est trop dur, qu'il y a beaucoup de personnes qui hésitent, non, lancez-vous et vous-même, vous partez faire l'expérience de la chose. Est-ce que c'est bien ou pas pour vous? Au moins, vous en jugez vous-même. Aujourd'hui, on a parlé de la data, donc c'était un plaisir pour moi d'être avec vous. Et je recevais aujourd'hui monsieur Georges Emmanuel Libissa. C'était un plaisir de faire l'émission avec vous. Le plaisir est partagé. Vous avez un mot de fin pour nos téléspectateurs? Alors, en mot de fin, je dirais, parce que je vois dans le secteur de plus en plus de femmes, pas juste data, mais le secteur technologique, je dirais aux jeunes, et particulièrement aux femmes, de se lancer. Il n'y a rien qui vous en empêche, vous avez les capacités. La technologie n'est pas aussi dure qu'on le fait croire. Il faut y croire. Et puis, si vous êtes passionné, allez jusqu'au bout des choses. Merci, monsieur Emmanuel. Alors, restez avec nous, c'est sur la télé-école, la chaîne 100% éducative. On se revoit pour une prochaine émission, un prochain invité, une autre thématique. Restez avec nous. Au revoir.